Bonjour mes petits et grands fanatiques de jeux vidéo. Aujourd'hui, on termine notre série de capsules sur l'histoire des jeux vidéo, une présentation des bibliothèques de Laval. Je suis Jules de Gros Joueurs au jeu. Si on se souvient de ma première capsule, j'avais mentionné que c'était entre autres la quantité monstrueuse de jeux, dont la majorité de très mauvaise qualité, qui avait mené à la perte de Atari dans les années 80. Nintendo était arrivé avec un nouveau modèle d'affaires, soit de garder un plein contrôle sur la production de ses cartouches de jeux et de les distribuer eux-mêmes aux développeurs de jeux, et ce, seulement s'ils le considéraient digne de la NES. C'est la raison pour laquelle on retrouve le sceau d'approbation Nintendo sur la plupart de leurs cartouches. En contrôlant la fabrication des petites cassettes grises, Nintendo pouvait ainsi décider quel jeu allait sortir et quand, ce qui leur permettait de mieux planifier leur calendrier de sortie en évitant que deux jeux similaires sortent en même temps, par exemple. Un modèle similaire a été reproduit par la plupart des autres compagnies par la suite afin de garder un contrôle de qualité des jeux sur le marché. Ceci dit, cette façon de faire rendait difficile pour les petits studios, de plus en plus nombreux et talentueux, d'être distribués ailleurs que sur des PC et de percer le marché des consoles. Malgré un succès commercial modeste, la Ouya amorça une petite révolution en étant la première console libre, ou open source, de l'histoire des jeux vidéo. Elle permettait à n'importe quel créateur d'ajouter ses créations au magasin de la console et d'en définir le prix, sans avoir à demander l'autorisation de la compagnie derrière la console. Plusieurs facteurs expliquent la multiplication soudaine de petits studios de jeux vidéo, mais une des plus importantes est probablement l'arrivée des moteurs de jeu. Afin de créer un jeu, les compagnies de développement devaient jusqu'alors programmer chaque jeu à partir de zéro selon leurs besoins. Cette façon de faire va changer quand les créateurs réalisèrent qu'ils pouvaient sauver du temps en utilisant un outil préprogrammé à partir duquel ils pouvaient créer. On appelle ces outils moteurs de jeu ou Game Engine, et le premier succès de ce modèle d'affaires revient à id Software qui en 1992 fit fortune en vendant les moteurs de leur très populaire jeu de tir à la première personne Wolfenstein 3D, puis Doom. Aujourd'hui, deux moteurs se démarquent par leur prix, leur accessibilité, leur puissance et leur flexibilité, Unity et Unreal. Les studios indépendants de jeux vidéo ont enfin pu se rentabiliser et connaître un succès commercial sans l'aide des magasins traditionnels grâce à l'avènement des plateformes de vente en ligne que l'on retrouve maintenant sur les consoles modernes. Il n'est maintenant plus nécessaire d'avoir son jeu imprimé et distribué dans tous les magasins physiques pour être distribué dans le monde. Pionnier dans le domaine, le site Newgrounds créa dans les années 90 la première plateforme de diffusion de jeux et d'animation en ligne régulée par les utilisateurs, un peu comme Reddit aujourd'hui. Salut, moi c'est Salad Finger, je suis parmi ceux qui sont nés sur Newgrounds puis j'aime les cuillères rouillées. En terminant, on va revenir un peu dans le temps pour parler d'une autre branche des consoles, soit celle des consoles portables. Le tout premier jeu vidéo portable remonte à 1976. Il s'agit de Auto Race, un petit jeu de course très simple sans possibilité de changer de cartouche. C'était une création de Mattel, la compagnie derrière Barbie. La première console de jeu portable fut la Microvision, développée par la compagnie de jeux de société Milton Bradley. Elle comprenait des cartouches interchangeables, des acétates de carton et un écran de 16 pixels par 16 pixels. En comparaison, l'iPhone X a un affichage de 2436 par 1125 pixels. La série de mini-consoles Game & Watch de Nintendo, publiée de 1980 à 1991, a été le premier succès dans le monde des consoles portables. La plupart contenaient un seul jeu, mais leur faible coût les rendait très accessibles. Il s'agit également du premier hit commercial de la compagnie, avant même le NES. Certains des jeux de la série possédaient deux écrans, ainsi que le look coquillage qui inspira le design de la DS et la 3DS. Tous s'entendent cependant pour dire qu'une console est responsable de la ruée vers le marché des consoles portables, l'iconique Game Boy. Une partie de son succès est attribuable au fait que cette console était vendue avec le jeu Tetris, qui était populaire auprès des gens de tous âges et tous sexes. Selon une étude de la compagnie, 46% des utilisateurs de la Game Boy étaient de sexe féminin. D'autres compagnies se sont essayées au marché des consoles portables, par exemple Sega avec la Game Gear ou Sony avec la PSP, mais cette niche est désormais entièrement entre les mains de la petite compagnie qui a commencé avec des paquets de cartes de poker érotiques. C'est tout pour nos petites capsules. J'espère que vous en avez appris un peu sur l'histoire des consoles de jeux vidéo. Je vous invite également à aller jeter un coup d'œil à la page Facebook des bibliothèques de Laval où je pourrai répondre à vos questions et vous pourrez trouver plein d'autres capsules amusantes et éducatives. N'oubliez pas de gamer avec modération. À bientôt!